Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on fait quelque chose que vous appréciez énormément. On fait une étude de cas. Ça va vous permettre de vous poser des questions, de rentrer dans de la réflexion et ça va, je pense, vous apporter beaucoup de solutions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou sur LinkedIn. J'ai reçu beaucoup de questions et j'avance progressivement pour faire ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Victor, ça fait plus de 10 ans que je fais de l'invest, j'ai 200 locataires, plusieurs entreprises et je t'aide à faire la même chose. Je t'aide à reprendre des boîtes et je t'aide à faire de l'IMO. Tout est en commentaire sur firefrance.io, F-I-R-E, France.io. Alors aujourd'hui, on fait un petit épisode avec Agathe. Donc j'ai changé son prénom. La plupart des informations sont bonnes. J'essaie de garder les informations financières et le contexte au plus proche de la réalité pour que vous puissiez vous projeter et vous rendre compte de concrètement comment ça se passe. Peut-être qu'un jour, certains accepteront de venir avec moi en podcast et de parler ouvertement. Mais vu qu'on parle d'argent, je sais que ça peut être assez compliqué de faire ça. Donc Agathe, elle est cardiologue en remplacement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle est cardiologue, donc elle a fait des longues années d'études et elle s'est rendue compte à un moment, et je pense que j'ai déjà parlé d'Agathe peut-être dans un autre épisode, elle s'est rendue compte à un moment qu'elle n'arrivait pas à avoir la vie qu'elle veut et surtout que ce poste de cardiologue à plein temps, tout le temps, ça ne lui convenait pas, la façon dont tu lui proposais de travailler. Donc elle a eu un petit peu la dose du métier, elle s'est dit donc j'ai quand même travaillé beaucoup dans un truc compétitif pour obtenir un job de cardiologue, pour devenir cardiologue, et finalement la rémunération en face, c'est pas forcément ajusté par rapport à ce qu'elle veut. Donc ça arrive à beaucoup d'entre nous, on est beaucoup à faire des études importantes, voire très spécialisées dans des domaines. À un moment, on veut changer, ou même des personnes qui ont été... vous avez été très contente d'avoir été dans un domaine pendant 5 ans, et puis vous décidez de basculer dans la tech, ou vous basculez autre part, etc. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, comment elle vit ça? Donc son mari, il est chirurgien pour le coup, donc on a un vrai couple successful dans la médecine. Et aujourd'hui, elle, dans son quotidien, elle se dit « Ok, quelle vie je veux mener ?» Et aujourd'hui, ce qui lui correspond et ce qu'elle expérimente quand même depuis quelques années, c'est qu'elle va travailler 3 mois et partir 3 mois en vacances. Donc 3 mois, puis 3 ou 6 mois en vacances. Et en plus, en fonction de là où elle part, et je sais parce que ma cousine fait exactement la même chose, elle l'a fait pendant pas mal d'années, elle est pour le coup anesthésiste. Et elle, c'était ça aussi, c'est-à-dire qu'elle travaillait, elle faisait des remplacements dans un hôpital, et puis après, elle allait en Polynésie française ou dans des îles éloignées françaises faire des remplacements et en même temps prendre un peu des vacances. Et c'est exactement ce que fait Agathe. Et là, l'enjeu, c'est qu'elle s'est dit, OK, j'ai envie quand même de réussir à gagner plus, à me prendre en main d'un point de vue financier, de réussir à développer mes compétences, avoir confiance en moi, passer à l'action, être fier de moi et comprendre réellement comment ça se passe. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle m'a contacté et qu'elle a rejoint le programme IMO pour qu'on fasse des deals ensemble. Son objectif à elle, c'est d'avoir 3 000 € par mois. Aujourd'hui, de façon lissée finalement, parce qu'il y a des périodes où elle travaille et des périodes où elle ne travaille pas, elle gagne 5 000 € par mois. Et ce qu'elle arrive à mettre de côté, du coup, c'est assez ambigu, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt en mode je mets pas mal d'argent pendant une période que je vais consommer derrière. Donc finalement, niveau épargne, elle va plutôt être entre du 100 et du 1 000 € par mois. En tout cas, c'est ce qu'on a comme chiffre, mais globalement, aujourd'hui, elle n'est pas trop axée sur de l'épargne. Ce qu'elle a de côté, elle a 110 000 € en cash total de côté, qui sont répartis. Il y a un peu d'assurance vie, d'autres choses, etc. Et des cash pour investir, elle a 40 000 €. Et là, elle est venue me voir, elle m'a dit « Écoute Victor, je veux avoir 3 000 € par mois.
je pense que l'immobilier, c'est un truc que je peux tester. J'ai pas du tout d'expertise dedans. J'ai quand même regardé pendant toutes ces périodes en me disant est-ce que je peux faire un deal IMO, mais vu que j'étais avant, elle était pas encore médecin, du coup les gens lui disaient non, puis elle finalement elle se laissait un peu bouffer par les premières personnes qui lui disaient non, ce qui est normal quand on sait pas, on lui a pas dit que bon ça pouvait quand même passer, etc. Donc elle est venue me voir et on a fait sa stratégie. Donc là elle est dans une région qui est assez intéressante. En bossant ensemble, on s'est dit ok. Il y a un hôpital qu'elle connaît bien et on s'est dit tiens, il y a des colocs à faire à côté de cet hôpital dans une ville qui est dynamique. Là, on sera plutôt en banlieue de cette ville-là. Et on est parti et en moins de 15 jours, on avait trouvé l'invest. Alors là, si ça vous intéresse qu'on avance très vite, venez, on fait des investissements assez rapidement. Une fois que vous savez ce qu'il faut acheter, comment le faire, etc., eh ben venez. Je vous mets un petit coup derrière. Je vous donne aussi ce qu'il faut pour que ça puisse bien se passer. Et là, en gros, c'est en moins de 10 jours, on avait trouvé un invest qui est toujours en cours aujourd'hui, donc qui a été signé, etc. Et qu'est-ce que ça donne cet investissement? On arrive concrètement à un invest qui, je vous ai mis les chiffres là, donc c'est une coloc, coût total du projet 210 000 euros. On a réussi à faire du 110% de financement, on a réussi à avoir du différé, c'est-à-dire donc 110% de financement, c'est-à-dire qu'on va mettre zéro apport, enfin très 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 peu. On a le financement qui est pris en compte des travaux, du bien, des frais d'agence et aussi des frais de notaire. Et on a en différé, on a réussi, alors c'est un différé de 2 ans, ce qui fait que pendant 2 ans, on ne rembourse pas le crédit et on ne rembourse pas les intérêts, ce qui va nous permettre, si on se débrouille bien, de faire les travaux, parce qu'il y a quand même, il faut réhabiliter la maison et appartient à une dame qui en fait a du mal dans sa vie et s'est surendettée et elle a un peu détérioré aussi la maison. C'est un peu ça le sujet derrière ça et elle va aller autre part dans quelque chose qui correspond mieux. Donc là, il y a quand même un peu de travaux à faire. Si on se débrouille bien, on a 2 voire maximum 3 mois de travaux, ce qui fait qu'on va pouvoir récupérer 10 à 20 000 euros de cash supplémentaire. Alors pourquoi? Parce qu'on va rembourser zéro à la banque tous les mois et on va toucher tous les loyers. Là, on est censé avoir sur cet investissement entre 1000 et 1400 euros de cash flow, donc ce sera ajusté par rapport aux travaux et à combien on arrive à vraiment louer, sachant qu'on a déjà loué finalement avec l'hôpital qui est à côté des chambres. Donc on est quasiment sûr de faire du 1000, 1200 de cash flow. Ça dépend si on a des petits débordements, des retards sur les travaux, etc., ou des débordements sur les travaux. Mais bref, on a un investissement de 210 000 euros pour du 1000 euros de cash flow. C'est quand même un superbe invest. Merci à Agathe d'avoir bien réalisé. Alors on a eu pas mal de sujets. Comme d'habitude, il ne faut pas lâcher dans le genre de deal. On a eu plein de moments où le deal aurait pu capoter. On a tenu. Agathe a super bien exécuté. Elle débutait vraiment, donc il y avait beaucoup de questions, beaucoup de réassurance, ce qui est tout à fait normal. Vous aurez dû me voir quand moi j'ai commencé à apprendre à conduire une voiture, c'était dramatique. Agathe, c'était pas du tout ça. Donc on a bien bossé, on a bossé le soir aussi, on a sorti le deal et là tout est sur les cordes pour que ça se passe bien et qu'il soit en production. Et là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, Agathe a été venue me voir et elle a ces fameux 40 000 euros qu'elle est OK d'investir. Les autres sont un peu bloqués. Et elle me dit, qu'est-ce que je fais avec ces 40 000 euros? Elle sait au fond d'elle qu'il y a une étape quand même, c'est de passer par la bourse, d'avoir la bourse. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a l'IA, il y a la bulle de l'IA. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a quand même cette bulle IA qui a un peu explosé, qui a clairement explosé d'ailleurs, ou en partie en Corée. Je refais un épisode de podcast, je pense, là-dessus, où le marché a quand même fait moins 40%. Si vous regardez, dans les les 2 derniers mois, on a quand même perdu moins 40% sur la bourse de la Corée. Donc, si vous regardez la bourse, imaginez, c'est comme si le CAC 40 avait fait moins 40%, ou si la bourse américaine avait fait moins 40%. Donc, ça a quand même des endroits où ça pète, on se pose des questions là-dessus, il y a quand même beaucoup de tensions géopolitiques, on est dans un monde incertain. Et là, elle me dit, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ces 40 000 euros? Je vais les investir. Donc, je les investis dans quoi? Je les investis comment? Je veux faire de la bourse. Est-ce que je dois tout déposer maintenant? Ou est-ce que je dois déposer au fur et à mesure? Et en regardant ces questionnements, c'est tout à fait normal de vous poser ces questions. On va tous passer par là. Eh bien, avec elle et avec Agathe, il faut revenir à cette stratégie. C'est toujours la même chose. Si vous n'êtes pas au clair sur vos objectifs, ce que vous voulez, vous allez vous faire bouffer. Moi, le premier, si vous n'êtes pas au clair sur OK, vous voulez faire quoi? C'est quoi votre priorité? Vous allez, dès qu'il y a un truc qui va être un peu intéressant à gauche ou à droite, vous allez y passer. Donc, si votre priorité, c'est de faire un investissement IMO, mais que demain, vous oubliez que c'est votre priorité de faire un investissement
et qu'on vous propose d'aller faire des cours de cuisine, vous allez aller faire des cours de cuisine. Si votre priorité, c'est de développer votre boîte, mais que demain, il y a un autre pote qui vous propose de faire une boîte, bah, vous allez vous retrouver à faire deux trucs en même temps, etc. Et en réalité, vous allez vous retrouver à pas faire ce qu'il faut faire pour que ça marche. Donc, on reprend finalement Agathe, ce qu'elle voulait au début, c'était un objectif, c'était 3 000 euros par mois de cash flow. Elle gagne 5 000 euros par mois aujourd'hui. Elle peut mettre 100 à 1 000 euros par mois de côté, et encore. Et là, il faut vérifier sa stratégie, parce qu'elle, ce qu'elle veut continuer à faire encore pendant quelques temps, c'est travailler 3 mois, partir 3 mois, etc. Donc, dans le meilleur des cas, pourquoi je regarde ces informations, c'est qu'elle peut mettre 10 000 euros en un an de côté. Et nous, ce qu'on doit retenir, c'est là, si ça marche, cet investissement immobilier qu'on a fait, si elle atteint bien et par rapport à la gestion derrière qu'elle a, un investissement immobilier qu'on a réussi à faire ensemble, elle va gagner 1 000 euros par mois. Rappelez-vous, son objectif, c'était d'avoir 3 000 euros par mois. Donc, il lui suffit de faire 3 investissements comme ça pour cocher déjà une case de 3 000 euros par mois. Oui, il y a des moments, il y a un locataire qui ne sera pas là, donc on n'aura pas 3 000, on aura peut-être 2 500, 2 600, etc., etc. Mais l'enjeu, c'est déjà d'atteindre ce premier palier pour après se dire, OK, j'en suis là, je vois ce que j'ai pu réaliser, je vois les imperfections, je vois les trucs qui ont marché, mais au moins, j'ai mes 3 000 euros par mois de cash flow quand ça marche bien, ça marche un peu moins bien, il faut voir, etc., etc. Donc en tout cas, pourquoi je vous parle de ça, c'est si demain elle veut continuer sa stratégie pour réussir à atteindre ses 3 000 euros par mois, il faut qu'elle achète 2 maisons supplémentaires. Et moi, je l'encouragerais dans un premier temps à répliquer le modèle qu'elle a déjà effectué au même endroit, même si vous avez un risque de localisation. Ça vous permet assez vite d'atteindre un premier objectif. Et après, vous pouvez vous dire, OK, qu'est-ce que je fais demain? Vous pouvez répliquer un truc que vous avez déjà fait. Et après, vous dites, OK, demain, est-ce que je change? Est-ce que je me diversifie? Est-ce que j'achète autre chose? Est-ce que je pars sur autre chose, etc. Mais au moins, essayez de faire des étapes qui sont assez conséquentes pour vous. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si elle veut continuer et atteindre ses 3 000 euros par mois, il va lui falloir, quand vous allez voir une banque, on peut effectivement réussir, comme ce qu'on a récupéré aujourd'hui, à avoir du 110%, à ne pas mettre d'apport, à avoir du différé, etc. Ça, c'est un peu le paradis. Sauf que quand vous faites des opérations, il faut toujours penser à vous présenter comme quelqu'un étant bien pour une banque et couvrir les cas où ça se passera mal. Et après, ça dépend de votre faculté à régler les problèmes. Par exemple, dans le cas d'Agathe, elle aime bien que les choses soient bien organisées. Dans le pire des cas, si elle va voir une banque demain et que les conditions bancaires ne sont pas terribles, on va lui demander 20% d'apport. 20% d'apport sur un projet qui a 210 000 euros, c'est 40 000 euros. Donc elle sait qu'il faut qu'elle ait 40 000 euros d'accessible pour qu'elle soit facilement qu'elle puisse avoir son emprunt. Donc, il faut qu'il y ait 40 000 euros d'accessible. Donc ça, c'est le cas, si vous êtes prudent, il faut 40 000 euros. Si vous voulez être sûr d'avoir les 40 000 euros, il faut garder vos 40 000 euros sur un compte titre, sur des livrets qui sont très vite accessibles et qui vous permettent de ressortir l'argent rapidement. Et là, oui, effectivement, chaque mois, vous allez perdre la progression du marché, etc. Vous n'allez pas être dedans. Mais vous, quand vous allez faire votre investissement immobilier, si c'est horizon 3 mois, 6 mois, voire même 1 an, à cet horizon-là, au moins vous êtes en sécurité d'avoir votre cash, si vous n'êtes surtout pas en faculté d'avoir de l'argent supplémentaire d'à côté. C'est ça la vraie question. Donc si vous n'êtes pas en faculté de récupérer de l'argent supplémentaire à côté, parce que là, dans le cas d'Agathe, elle peut récupérer que 10 000 euros, eh bien, ça vaut le coup de vous sécuriser. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver à vous dire, OK, cherchez une nouvelle maison, en même temps, vous rendre compte que votre apport, il descend à 30 000. Par contre, après, ça dépend comment vous vivez votre vie. Par exemple, si Agathe, elle sait qu'au fond, ses parents, ils ont toujours 40 000 euros comme ça accessibles et qui ne prennent pas de risque et qui seront OK de lui prêter 40 000 euros. Dans ce cas-là, moi, j'encouragerais Agathe à placer carrément ces 40 000 euros, prendre des risques. Comme ça va lui apprendre parce qu'elle a l'assurance que ses parents sont derrière. C'est toujours la même question. Si vous savez que vous avez un pote, moi, j'ai la chance, j'ai un pote une fois qui m'a dépanné. J'avais pas eu un crédit. Ma conseillère bancaire du CIC avait disparu dans la nature, ce qui fait que j'ai dû acheter en une semaine. Il a fallu que je trouve, je ne sais plus combien, 140 000 euros. Et il me manquait 20 000 balles. Un de mes potes m'a prêté 20 000 balles. Si vous avez cette capacité à récupérer cet argent supplémentaire, à trouver de la flexibilité, à vous associer, etc., vous allez pouvoir faire face à ces phases-là. Sauf que quand on débute, moi je vous dis, c'est un peu, vous commencez dans le business et je vous dis, ah ouais, mais si tu veux, tu peux gagner des millions, tu vas avoir ça sur ton compte bancaire. Mais en fait, l'écart par rapport où vous en êtes, de vécu, de trouver des solutions par rapport à l'énergie que vous avez, si vous êtes dans une phase de vie où vous êtes un petit peu moins au taquet, si vous êtes dans une phase de vie où, par exemple, vous êtes une femme, vous êtes enceinte, il y en a pour certaines d'entre vous, j'ai la sœur d'un pote, elle a été arrêtée au bout de 2 mois,
Elle était enceinte pendant 2 mois, elle a été arrêtée parce que son corps, elle n'arrêtait pas, elle avait envie de vomir, etc. Elle pouvait plus, elle pouvait plus. Et en fait, en fonction de qui vous êtes, il faut se respecter. On a des très grandes qualités, il y a des moments où ça marche moins bien, etc. Du coup, dans le cas d'Agathe, là aujourd'hui, en tout cas, si elle veut quand même prendre un petit peu, donc si elle veut ne pas prendre de risque, il faut qu'elle garde ses 40 000 € de côté, il ne faut pas qu'elle les investisse. Donc il n'y a pas de question de est-ce que c'est le bon moment pour investir dans les marchés ou pas. Elle les garde de côté, elle est sécurisée, elle fait sa prochaine maison et au moins on va réussir avec sa prochaine maison à avoir peut-être du 110%, elle a un bon profil, elle est sympa, elle est cardiologue, elle est jeune, son mec il est chirurgien, ses parents ça va, voilà, elle a le bon profil, on a envie de lui prêter de l'argent à Agathe. Voilà, bon, après, elle est pas, elle fait effectivement les fameux 3 mois, etc. Mais bon, on a envie de lui prêter de l'argent, donc on a de très bonnes chances de réussir à trouver du 110%, voire très peu d'apport. Mais en tout cas, si elle veut se sécuriser et si aujourd'hui elle a ce sujet-là, elle peut garder ses 40 000 € de côté. Deuxième scénario. Il y a un scénario où je pense qu'on a quand même 80% de chances d'y arriver si elle a 10% d'apport. Donc là, 10% d'apport, c'est 20 000 € maintenant. Et là, ça change tout. Parce que 20 000 €, en fait, par rapport à, on peut commencer à travailler avec Agathe sur sa prise de risque dans les marchés financiers. Dans les marchés financiers, un des trucs de base, Fire, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous l'avez, si vous voulez commencer en bourse, ce qui est pas mal, c'est d'acheter de l'ETF Monde. L'ETF Monde, ça représente 1200, 1300 entreprises, principalement américaines. Ça fait du 10% de croissance par an. Mais attention, quand il y a des cracks et que le marché se retourne, comme ce qu'on peut avoir, parce que tout le monde veut investir dans l'IA, mais en fait, ça ne produit pas assez. Tout le monde va investir dans les sites internet, mais ça ne produit pas assez comme dans les années 2000. Ou sinon, il y a le système bancaire, il a trop prêté, ça s'effondre. Il y aura forcément des moments où ça va monter, ça va s'effondrer. C'est normal, c'est des régularisations du marché. Vous, c'est exactement pareil. Il y a des moments où vous allez gagner beaucoup plus dans votre vie, puis à un moment, ça va un peu descendre parce que vous avez gagné beaucoup et finalement, les conditions qui font que vous avez beaucoup gagné ne sont plus là. Là, si on se dit que si elle a 10% d'apport, ça va passer, et qu'on se dit à 80% de chance ça va passer, et bien aujourd'hui elle a 40 000 €. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ETF Monde dont je vous parlais, eh bien il fait du 10% par an, mais dans l'historique, quand il y a des cracks, ça craque généralement de 40 à 50%. On sait que s'il y a un gros crack, on peut perdre 50% de ce qu'on a gagné. On sait que sur la longue durée, il n'y a pas de problématique parce qu'on fait ces 10%, c'est entre 8 et 12% sur la longue durée. Donc sur la très longue durée, on sait que ça marche sur le long terme. Le problème, c'est le court terme. Et nous, on va avoir besoin de sortir cet argent dans l'année qui arrive. Donc là, vous voyez, c'est la différence de est-ce que j'investis pour très longtemps et finalement les fluctuations, je ne vais pas les voir, ou est-ce que j'investis sur du court terme et là, je risque de perdre beaucoup de cash que je vais devoir sortir et à la limite acter ma perte. Mais dans ce cas-là, la question qu'on peut se poser, et moi à la limite, je prendrais plutôt ce risque-là, je me dirais, écoute, attention, c'est quand même un peu risqué. Je me dirais, bon, bah finalement, dans le pire des cas, là, tu mets 40 000 €, dans le pire des cas, tu vas perdre 50%, il te restera 20 000 €. Mais 20 000 €, c'est 10% d'apport, donc on pourra faire le deal immobilier. Donc en tout cas, si tu as envie de tester, ça, vas-y. Mets tes 40 000 €. Et de toute façon, on pourra faire ta prochaine opération et ça te permettra aussi de vivre ces émotions-là. Pourquoi ? Parce que dans l'investissement, tout ce dont je vous parle ici, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà des bons réflexes, etc., et d'autres d'entre vous qui ne les ont pas forcément et qui de temps en temps pensent que ce que je dis, c'est un peu lunaire. La seule chose qui vous manque, c'est de l'expérience, de l'expertise, c'est aussi de la douleur, de la souffrance, mais aussi du plaisir. Et ça vient en faisant les choses, en rentrant dans l'action. Dans l'immobilier, c'est pareil. Dans la bourse, c'est pareil. Il faut rentrer. Il y a des moments où vous allez avoir des moments d'euphorie, puis après des moments de perte, etc. Il faut vivre ces choses-là. Si vous ne les vivez pas, vous ne savez pas comment vous allez devoir réagir. Et si vous ne vivez pas ça en direct, vous avez beau vous entraîner, ça va pas fonctionner. Il faut vivre des trucs en direct pour être efficace. Donc dans ce cas-là, elle peut très bien mettre ses 40 000 € sur du coup de l'ETF Monde. Dans ce cas-là, si elle veut retirer l'argent rapidement sans faire des systèmes de crédit, on en parlera, on pourra optimiser tout ça, mais si elle veut retirer son argent rapidement de ces ETF, il y a grosso modo plusieurs façons de le faire, mais une des façons, c'est de le faire en compte titre, parce qu'elle pourra revendre ses ETF et ressortir avec ce qu'elle a à la fin. Donc, elle peut créer un compte titre, on peut rentrer, sortir facilement. Attention à la fiscalité entre les deux. Ou sinon, si elle veut un peu optimiser, pour ceux qui aiment bien optimiser, vous pouvez aller par exemple chez Boursorama, mettre ça sur un PEA, et Boursorama vous permet même d'avoir, parce que là, on est sur des montants qui ne sont pas très conséquents, donc vous pouvez avoir tout de suite un crédit lombard d'un montant. La banque ne va pas voir que vous avez fait un crédit lombard et vous allez renvoyer ça. Donc, il y a plusieurs petites méthodes pour optimiser ça. Un crédit lombard, c'est grosso modo, si vous avez des actions, vous allez les mettre en hypothèque, grosso modo, par la banque et la banque va vous faire un crédit équivalent à un pourcentage des actions que vous avez. Donc, si vous avez 100 000 €, elle peut vous donner 50 000 €, 10 000 €, 50 000 €, 80 000 € directement comme ça. Ça dépend de la volatilité du risque
des actions que vous avez. Donc en tout cas, cette action de passer et de rentrer directement sur le marché et d'y aller, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça permet de faire un passage à l'action. Il faut vérifier si c'est trop ou pas pour Agathe. Ça lui permet de rentrer dans quelque chose, commencer à comprendre ces questions de risque, de se dire, OK, oui, c'est vrai, je peux perdre 50%, mais j'y vais quand même, bien le marché, etc., la bulle de l'IA, machin. Ça lui permet de rentrer et d'avancer. Surtout, essayez quand même de rentrer dans les choses en fonction de vos moyens et essayez de vivre les éléments. Parce que tant que vous n'êtes pas dedans, ben, vous allez pas vraiment vivre le truc et après vous trouvez des justifications en disant oui, si vous voulez vous justifier que vous avez raison que le truc va craquer, il suffit de regarder et en une semaine, vous savez forcément, une semaine ou en 3 mois, vous avez forcément un moment où la bourse fait moins 2%, vous dites ah bah voilà, heureusement que je suis pas rentré dans la bourse parce que ça fait moins 2. Mais oui, mais dans la globalité des 6 mois, ça peut-être fait plus de 10% ou 20%. Donc il faut quand même commencer à appréhender ça. Deuxième élément, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut rentrer tout de suite ou est-ce qu'il faut rentrer donc un lump sum, c'est-à-dire vous mettez les 40 000 euros d'un coup, ou est-ce qu'il faut lisser dans le temps, du coup faire un DCA. Donc DCA, c'est si vous avez par exemple les 40 000 euros, on va diviser sur 12 pour rentrer 3 333 euros par mois pendant 1 an. Et pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez tester avec Claude, etc. pour tester des petits scénarios. Disons que vous allez investir dans un ETF Monde. L'ETF Monde, il peut chuter de 50%, ce qu'on a vu, on a déjà eu dans le passé. Alors attention, hein, les performances du passé, peut-être qu'il peut chuter de 80% aussi, mais bon, dans l'idée, on se dit que 50%, ça peut être intéressant. Et on va se dire, OK, on va faire 3 scénarios. Donc on va investir dans cet ETF Monde et on va se dire, OK, c'est quoi la différence dans 10 ans? Ça va être notre question. On va se dire, on va investir ces 40 000 euros aujourd'hui. Soit on le fait 3 333 euros par mois, soit on fait 40 000 euros d'un coup. Et on va se dire, qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Et on va voir 3 scénarios. Un premier scénario, il n'y a pas de crack. Donc il n'y a pas de crack. S'il n'y a pas de crack, qu'est-ce qui se passe entre le gars qui a fait un DCA sur 12 mois et le gars qui a fait un lump sum? Deuxième scénario, il y a un crack demain. C'est-à-dire que vous investissez et demain, il y a un crack de 40%. Qu'est-ce qui se passe? Troisième scénario, il y a un crack de moins 40% dans 3 ans. Et en réalité, dans le cas où il n'y a pas de crack, vous estimez bien que, ben oui, effectivement, la personne qui a mis tout son argent tout de suite, elle a plus 4 400 euros par rapport à la personne qui a étalé en DCA de 12 mois. Elle a 103 000 euros à la place de 99 000. Donc l'écart, il n'est pas énorme. Et en fait, vu qu'il n'y a pas eu de crack, le mec qui a mis tout de suite tout son argent, finalement, il a profité de quelques mois supplémentaires à pleine balle. S'il y a un crack de 40% demain, vous allez avoir le DCA sur 12 mois qui est à 95 000 euros et le lump sum qui est à 62 000 euros. Donc il y a plus 33 000 euros pour le DCA parce qu'effectivement, le crack, il a lieu au pire moment, c'est-à-dire juste le lendemain où vous avez investi. Donc là, effectivement, il y a un écart. Disons qu'il y a un crack dans 3 ans, et bien finalement, c'est aussi le lump sum qui est de 40% en 3 ans qui est supérieur. Donc à moins d'investir tout de suite, d'avoir un énorme crack demain, où vous avez une différence, je dirais, je crois que ça va être à peu près de 40% entre les deux. Vous avez la différence, en fait, vous avez une problématique de récupérer, vous avez 40% d'écart, qui est en fait la valeur du crack de demain. Sinon, ça n'a pas une énorme importance. Le timing de réussir, ce qu'il faut se dire, c'est là, on est dans un monde, attention, parce que là, j'ai fait un crack en plus où il n'y a pas de rattrapage par la suite. Alors que généralement, quand vous avez un crack, il y a 2 ou 3 jours qui vont reprendre énormément et c'est les 2 ou 3 jours qu'il ne faut pas louper. Le retour après un crack se passe en 2 ou 3 jours, c'est-à-dire que vous avez un crack de 40%, donc ça peut être sur même plusieurs mois, hein. Ça peut être sur 2-3 mois comme ce qui se passe en Corée. Vous avez du coup une chute avec des grosses chutes sur 2-3 mois et en fait la remontée qui risque de se passer en Corée, ça va être, il y a 3 jours où il va y avoir une remontée de 8%. Et si vous loupez ces 3 jours à 8%, en fait, vous avez vraiment loupé la grosse repartie de gains en capital. Donc là, je ne l'ai pas mis dans le scénario. Donc je pense qu'en réalité, dans le monde réel, le retour, le lump sum est un petit peu mieux, même quand il y a le crack de 40%. Donc qu'est-ce qu'on en tient? Et bien en fait, ce qu'on garde de ça, c'est que finalement, le lump sum, grosso modo, et ça correspond aux études, c'est un des cas qui marche le mieux. Et en fait, dans les 2 tiers des périodes historiques, c'est ce qui marche bien. Ce truc, c'est ce qu'il va y avoir un crack demain. Effectivement, c'est le moment où ça peut être un peu compliqué. Et surtout, attention, c'est si vous avez un crack demain, ne vendez pas, parce que c'est les moments où ça risque de rebondir juste derrière. Donc si vous revendez, vous allez louper les 2-3 jours où vous allez faire plus 8%, et là, vous allez clairement perdre votre capital. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Ce qu'on retient pour notre petite Agathe, c'est... Alors, notre Agathe... c'est parce que je commence à avoir 38 ans maintenant, bien sûr, quelqu'un qui a 30 ans, c'est une petite Agathe. Pour Agathe, ce qu'on retient, c'est
simplement, tenez-vous à la stratégie. Là, je pense donc le sujet de vouloir faire des choses en même temps, pourquoi pas. Là, le vrai nerf de la guerre, c'est ce que j'aurais pu mettre aussi, c'est que le manque à gagner, c'est 4 000 € sur un an si elle ne rentre pas sur cette année en bourse et qu'elle attend et qu'elle met l'argent de côté pour faire le prochain investissement IMO. Là, on s'est rendu compte que l'investissement IMO, on ne parle pas du 10% par an. Là, on est sur des rendements, mais on a plus de 500, voire 1000% par an parce qu'on ne met pas d'argent dans le deal. Donc, c'est énorme. Ça lui permet aussi d'avoir 1 000 € concrètement de cash flow par mois. Je pense qu'il faut rester sur ce cap de on y va à fond sur cet investissement dans l'IMO. Et après, se rappeler concrètement, après, pourquoi pas aborder la bourse de façon plus détaillée. Dans son cas, en tout cas, de sa stratégie de façon générale, la bourse, il faut effectivement le faire assez tôt, je vous encourage à le faire, même sur des petites sommes, même si ce n'est pas votre stratégie, pour commencer à nourrir un peu et à développer votre ressenti d'avoir quelques années en bourse. Mais focaliser sur votre stratégie. Et là, je pense qu'Agathe, il faut se focaliser sur les maisons. On opère, on en fait une deuxième, on en fait une troisième. Tu as coché tes 3 000 € de cash flow. Aujourd'hui, si tu te sens de faire un peu de bourse, tu peux faire avec le compte titre ou tu peux regarder aussi Boursorama. Mais sinon, tu fais avec le compte titre, tu mets tes 40 000 € d'un seul coup et tu vois ce que ça donne sur un ETF Monde, un des moins chers, comme d'habitude. Donc il y a celui, je pense, ça va être de BlackRock ou d'UBS. Je croyais très bien celui d'UBS sur les comptes titres. Go, t'y vas. Et puis après, tu peux avancer. De façon générale, un dernier élément pour vous. Si vous avez si vous posez la question de ce qu'il faut faire, donc il faut à chaque fois revoir votre stratégie, voir qui a le plus d'importance, voir là où vous allez gagner le plus. Donc là, par exemple, Agathe, là où elle veut gagner le plus, ça va être l'IMO. Donc, il faut faire l'IMO. Et vous, de votre façon générale, si vous commencez aujourd'hui pour de l'investissement en bourse, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est, dans un premier temps, il y a très peu de très mauvaises décisions. C'est écouter l'épisode que j'ai fait sur l'assurance vie, juste pour que vous puissiez voir l'intérêt pour pouvoir léguer à vos enfants 152 000 €, 500, lorsque vous ayez mis ça de côté, vous ayez mis de l'argent qui vous permet d'avoir ça de côté le jour où vous allez léguer ça à vos enfants. Ça, c'est le truc d'intéressant pour les assurances vie. Sinon, de façon générale, si vous voulez commencer aujourd'hui, un PEA, vous maximisez sur votre PEA ce que vous pouvez mettre comme épargne. Vous allez, sur ce PEA, prendre de l'ETF Monde pour commencer. Vous allez voir ce que ça vous fait. Il faut le vivre. Dès que vous avez des émotions, vous le notez. Ne réagissez pas dans la panique. De toute façon, vous allez faire des erreurs, c'est normal. Mais en tout cas, ça vous permet d'avancer. Donc, vous faites PEA, vous faites ETF Monde. Et après, une fois que vous avez avancé là-dessus, vivez des cycles de hausse, vivez des cycles de baisse. Soyez conscient. Si vous n'avez jamais fait plus 20% sur ce que vous avez investi à l'initial, il faut le vivre, ça. Et deuxièmement, si vous n'avez jamais perdu 20% de ce que vous avez investi, il faut le vivre. Et c'est normal que ce soit difficile, et c'est normal que ce soit dur, et il faut le vivre. Et des gens qui vont vous garantir que c'est pas normal, que c'est trop risqué, machin, etc., c'est que des conneries. Il y a un moment où vous allez forcément devoir vivre. Si vous voulez gagner, vous allez forcément vivre des périodes où vous allez perdre. Et enfin, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ensuite, si c'est du ROI encore une fois pour vous, donc vérifiez bien la plus-value de ça, mais vous pouvez commencer à aller, pourquoi pas, regarder d'autres ETF, d'autres actifs pour vos investissements en bourse. Et là, vous pouvez regarder les métaux si ça vous intéresse, vous pouvez faire des stratégies différentes. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est qu'à un moment, soyez concret sur ce que vous voulez et ce qui va vous emmener sur votre stratégie. Ne faites pas comme, je pense, 80% des gens qui deviennent des geeks de la bourse alors qu'ils ont 100 000 balles en bourse. Vous allez aller nulle part. Si vous achetez une maison qui vous fait du 1 000 € par mois, vous avez 1 000 € pour bouffer. Vos 100 000 balles, vos 100 000 balles en bourse à du 10% par an, vous avez 1 000 balles par mois. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Donc attention à ça. Ne perdez un moment, il faut du ROI. Donc soit, il faut vraiment se rendre compte, c'est un moment, vaut mieux se concentrer pour choper un nouveau job, gagner 2 000 € par mois en plus et des expertises supplémentaires que de passer 3 plombes à regarder toutes les actions tous les jours si vous n'arrivez pas à le monétiser. Ça vaut beaucoup plus d'aller faire de l'IMO, de racheter 2-3 immeubles, 2-3 appartes, d'augmenter, de passer à 2, 3, 4, 5, 10 000 € de cash flow que de passer 3 plombes à regarder tous les ETF du monde pour faire une stratégie d'optimisation en regardant la géopolitique en Corée, etc.
aller sur les endroits où ça fait de la thune. Ça vaut plus le coup de vous dire, OK, cette fois-ci, j'ai voulu reprendre un business. Paf, on reprend un business dans 2 semaines. On le gère, on se confronte, on voit, on évolue, on avance, on voit si c'est pour nous ou pas et on gagne de l'argent. Donc, il y a un moment, attention à ne pas vous perdre. Et j'en vois beaucoup qui se perdent dans ces trucs de bourse, de machin. L'action, c'est généralement pas là-dessus qui va faire de l'argent. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me passer un petit coucou. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances aujourd'hui. Et je vous dis à très vite. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.